Merci d'avoir allumé la lumière pour la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée aux questions avec les internautes. Merci aux équipes de Elvis TV et Salamandre TV qui s'occupent de ces entretiens. Et donc, dans une minute, nous allons aborder. Et oui, Bertrand, si vous pouviez aussi recadrer La caméra. la caméra. Voilà. Ce sera très bien pour cette deuxième partie Et merci à d'émission vous. avec les questions. Merci. Donc voilà, je rappelle que nous sommes avec Bertrand de la Vessière qui vient de publier Les énergies du mal en psychothérapie analytique jungienne aux éditions du Dauphin. Donc on a ensemble abordé un certain nombre de questions sur la nature du mal personnel, la probable nature enfin du mal et la nature de l'ombre aussi individuelle, une probable nature de l'ombre collective, et nous avons un certain nombre de questions qui demandent des précisions. La première est donc Marie demande quel est le rapport entre l'ombre et l'anima animus. C'est une question de cours, ça. Oui. C'est une question de cours. Euh, L'anima pour l'homme, l'animus pour la femme, ce sont des présences intérieures. Ce sont des sources d'inspiration. Euh, Ce sont des facteurs psychiques extrêmement puissants. Ce sont des composantes plus ou moins dissociées de la personnalité et en même temps, in fine, quand tout le travail que l'on peut faire pour les identifier, euh, qui lui-même doit être précédé ou qui complète un travail sur l'ombre, quand ce travail est fait, animus et anima, ce sont des époux intérieurs, donc vraiment leur inspiration va nous mener vers notre accomplissement. Alors, on pourrait dire au début que on ne connaît pas animus et anima. On les connaît éventuellement par leurs manifestations désagréables. L'anima négatif, comme chacun sait, se traduit par de la mauvaise humeur, des humeurs. Bon, par un dégoût de la vie, par une faiblesse morale, par tout un tas de choses. L'animus négatif, on le connaît dans la dialogue entre un homme et une femme, va créer des arguments de mauvaise foi et des arguments de puissance à l'infini et des scènes de ménage. Anima également d'ailleurs. Anima négative et susceptible, autoritaire, euh, vindicative, etc. Alors, animus et anima, dans une analyse, on voit comment la relation à ces deux archétypes évolue. Au début, vous avez des rêves de conflit. Vous avez des rêves, si vous êtes un homme, où l'anima arrive en guenille, ou bien elle est excessivement pornographique, ou bien vous euh, dans votre vie courante, les relations ne marchent jamais, etc. Et puis au fur et à mesure que l'analyse se développe, on se rend compte que des images de femmes, il s'agit des rêves d'un homme, changent.
deviennent beaucoup plus agréables, beaucoup plus fluides, qu'un contact qui n'est pas un contact d'opposition, mais qui est un contact plus harmonieux, de danse, par exemple, s'établit. Bon, ce qui nous importe, c'est l'évolution des images féminines que l'on peut rattacher au phénomène et à la dynamique de l'anima. On va s'intéresser à ça dans une analyse. De même, dans une analyse, on va s'intéresser à l'évolution des images d'hommes que l'on peut éventuellement référer à l'animus. Au début, on a presque toujours de l'animus négatif, c'est une espèce de surmoi, ou bien c'est une collection de jugements négatifs qui emprisonnent la vie, qui disqualifient la personne, qui se saborde, etc. Est-ce que, comme le dit la Vulgate, le travail sur l'ombre doit précéder absolument sur animus anima? Je dirais qu'à la limite, on s'en fiche. Il est sûr que l'accès à une anima positif ou un animus positif, l'accès à cette source d'inspiration et de vie que sont animus et anima positif n'est possible que dans la mesure où l'ombre individuelle a été nettement travaillée, que dans la mesure où on a reçu tous les rêves qui décrivaient l'état catastrophique de la relation à animus et à anima, où l'on a encaissé les images négatives, où l'on a rapproché ça des modes de vie et des modes de relation courants. Bon, donc animus anima et l'ombre, c'est pas tout à fait la même chose, si ce n'est que animus et anima au début ils sont dans l'ombre. Voilà. Mais que on ne peut avoir accès à la force de vie, à la source d'inspiration, à la joie, à la créativité que sont animus et anima positifs que dans la mesure où l'ombre individuelle a été travaillée. Voilà. Dans la mesure donc où on a constaté ses principaux défauts, ses principaux écarts, et où l'on a également constaté tout ce qu'on ne voulait pas voir en positif et en négatif. L'anima, c'est une puissance de vie, hein. Une anima positive, c'est une puissance de vie. Et si des qualités restent dans l'ombre, il est évident que cette puissance de vie, elle ne va pas pouvoir se développer. On va dire que oui, il y a tout un travail, il y a toute une ascèse qui précède la rencontre avec la princesse ou avec le le prince charmant. Voilà. Donc, Véronique demande si la division est le mal ontologique. Si la division est EST, le mal ontologique. Oui. Alors, moi j'aurais tendance à penser que ce que l'on peut appeler le mal ontologique, c'est ne pas reconnaître qu'il y a une division. Enfin non, je m'exprime mal, mais la question de Véronique m'embrouille un peu. Le mal, utiliser le mot séparation que division. Ouais, le mal ontologique, on va dire, c'est un esprit de négation. Voilà, on va dire que le mal ontologique est un esprit de négation. Cet esprit de négation, on peut l'appeler le diable, on peut l'appeler la main gauche de Dieu, on peut l'appeler Ahriman contre Ahura Mazda. Enfin bon, selon que votre système est moniste ou qu'il considère qu'il y a un dieu du bien et un dieu du mal, le fait est que cette puissance de négation, à certains moments, elle s'impose. Vous êtes dans le non, hein, et pas seulement comme les enfants pour s'affirmer. Vous êtes dans le non qui est un refus de la vie. Vous êtes dans le non qui
qui est désespoir, qui est théorisation de l'absurde, comme alpha et oméga. Bon. Ce mal absolu, ou pardon, ce mal ontologique, pour reprendre la question, je crois qu'on a intérêt à bien le considérer ou en faire l'hypothèse, parce que c'est un facteur psychique qui peut s'emparer de nous très, très facilement. Dès qu'on est déçu, dès que la souffrance passe la mesure, dès que le succès est suivi de l'insuccès, il arrive vite. Et il arrive vite comme un océan arrive et crée un tsunami. C'est-à-dire que c'est une force de la nature. Alors, ce mal ontologique, on a, je crois, intérêt à, d'une part, le considérer, d'autre part, enfin, c'est-à-dire à en faire l'hypothèse et à considérer qu'il ne vient pas de nous, qu'il est une force de la nature. Seule la nature peut nous aider à maîtriser la nature. Ça, c'est ce que disaient les alchimistes. Ils disaient pas tout à fait ça. Ils disaient le mercure apaise le mercure. Ils disaient aussi la nature fait son œuvre, l'artiste est son serviteur. Donc, si le mal ontologique existe, s'il existe une puissance de négation beaucoup plus forte que nous, on va demander à la nature comment faire en face de cette puissance. Se tourner vers le bien et refuser l'existence de ce mal ontologique, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Sinon, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé au cours des 2 derniers siècles. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, on va demander à l'inconscient lui-même s'il y a des voies de synthèse pour nous permettre de maîtriser ce mal ontologique ou de faire avec. Existe-t-il dans l'inconscient qui contient le bien comme le mal, l'inconscient qui est la nature, dont toutes les forces de la nature se trouvent dans l'inconscient. L'inconscient peut-il nous parler? L'inconscient peut-il nous révéler ses secrets de façon à ce que nous puissions mieux équilibrer le mal ontologique par le bien ontologique, si vous voulez. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr que les traditions aient répondu. Et là, je frémis en disant ça, je me dis, mais tu es fou de dire ça, tu es dans l'inflation. Mais non, je suis pas sûr qu'elles aient répondu. Je pense qu'il y a des tâches philosophiques nouvelles, voilà. Je pense qu'il y a des tâches philosophiques et spirituelles nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut bazarder les anciens systèmes, hein, surtout pas. Surtout pas. Justement, parlons des philosophes, puisque vous les évoquez, certains d'entre eux, comme Plotin, Augustin et Leibniz. Oui, Augustin, j'en parle peu, mais Plotin davantage, oui. Mais Leibniz, oui, je parle de la théodicée, oui. Voilà, mais rappelons que pour Spinoza, le mal n'a pas de teneur réelle, hein, il parle plutôt de détermination des choses. Est-ce que vous entrevoyez une constante, une espèce de continuum entre les philosophes et les théologiens occidentaux? Il me semble que oui. Il me semble que ils sont tous restés dans la théodicée, qu'ils le veuillent ou non. C'est-à-dire la justification de l'excellence et de la perfection et de la bonté de Dieu, même s'ils l'ont appelé autrement, il me semble. Il me semble que celui qui est allé le plus loin sur un autre chemin, c'est Böhme. Et je pense que les modernes, par contre, commencent à y aller. Si vous lisez Étienne Soum, alors, est-ce que les Lumières, après Spinoza, ont désacralisé Dieu? Bon.
Mais pas complètement d'ailleurs. Hein. Ils n'ont pas pu s'empêcher quand même après de garder des êtres suprêmes, des trucs comme ça. Des grands architectes. Bon. Le quoi qu'il arrive, on est resté sur le principe 1 dont tout découle par émanation successive, et la nature en mouvement de Spinoza, c'est un prolongement de ça, me semble-t-il. Je ne suis pas philosophe, mais il me semble que c'est un prolongement. La question redoutable, c'est est-ce que la philosophie occidentale, en accent ses énoncés sur le principe 1 et le bon Dieu, en définitive, ou le Dieu créateur, n'a pas omis une partie des attributs qu'elle aurait dû prêter également à cette divinité ou qu'elle aurait dû conjoindre au principe 1. Autrement dit, est-ce que dans le principe 1 lui-même, il n'y a pas des opposés antagonistes? Et à ce moment-là, on ne peut plus dire que le mal vient de l'homme. Or, le principe 1, le Tao donne une réponse. Hein. Oui, mais vous me parlez de l'Occident. Oui, mais vous me parlez de l'Occident. Non, mais là, pour se faire aussi ses propres idées, on peut aller piocher dans les grandes traditions orientales. Oui, oui, les divinités indiennes sont beaucoup plus ambivalentes que les nôtres. La déesse Kali, on frémit à l'idée qu'on pourrait coucher avec elle, alors que les divinités occidentales, c'est sans risque. On a l'impression qu'elles sont dispensatrices de bonté, d'ordre et de perfection. Mais bizarrement quand même, les philosophes ne peuvent pas s'empêcher de dire que Dieu ne pouvait pas s'empêcher de créer tout ce qui a été créé, y compris le mal. Bon, même les philosophes de la théodicée, sans le dire, réintroduisent une contradiction à l'intérieur du monisme. Voilà. Et comment il s'appelle, Spinoza, dans ses dialogues avec Bleienberg, quand même voit son système soumis à rude épreuve. Que les bons le sont, il en arrive quand même à dire que les bons comme les méchants le sont, ou il n'arrive pas à le dire, je voudrais bien que les bons ou les méchants le sont par la volonté de Dieu. Bon, enfin pour vous répondre, et là vous feriez mieux d'interroger des philosophes patentés, il me semble que le monisme a inspiré toute la philosophie occidentale et que la contradiction à l'intérieur du monisme, donc c'est pas possible, c'est un oxymore, une contradiction à l'intérieur du monisme. Il y a une contradiction à l'intérieur du monisme qui n'est pas prise en considération. Voilà tout ce que je peux dire. Dieu est une puissance d'affirmation, Dieu est une puissance de négation. Nous pouvons, en postulant un Dieu tout-puissant, nous mettre en danger. Et nous devons absolument, de toute façon, nous distinguer, j'ai déjà dit, des images, des systèmes philosophiques et des images que nous avons créées. Nous devons savoir que ce ne sont que des créations, que ce ne sont que des hypothèses, et que, en aucun cas, nous ne pouvons y croire aveuglément. En aucun cas. Que ces images et ces systèmes se sont imposés à nous, ça vient là encore, les systèmes philosophiques, ils viennent aussi de l'inconscient. Après, ils ont été quintessentiés par l'homme, par ses efforts intellectuels, mais tout ça, ça vient de quelque part. Mais nous devons quand même nous méfier de ce que nous formulons et à partir d'une réalité qui est peut-être beaucoup plus complexe et que nous simplifions un peu trop.
Nous avons eu besoin de simplifier dans des grands systèmes philosophiques unitaires, mais peut-être que nous simplifions trop. Alors, on va revenir, parce qu'il y a d'autres questions. On va revenir un peu au mal, à l'ombre personnelle. Russe demande, est-ce que le manque et l'excès seraient facteurs de bien ou de mal? Est-ce un mal, une ombre, autre chose? Alors, il est clair que l'excès ou la démesure est un facteur de mal. Là, en psychothérapie, en analyse, on rencontre souvent des personnalités qui sont addictives à l'excès. Il y a un besoin d'excès. Bon, ça c'est une catastrophe et ça c'est un facteur de mal. C'est un facteur qui conduit à mépriser autrui, à le dominer, à utiliser autrui, à rechercher des états de conscience ou des états physiques qui sont sans commune mesure avec les possibilités réelles du corps et de l'esprit. En définitive, l'excès, c'est se laisser attraper par quelque chose qui est beaucoup trop grand pour nous. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a aussi dans la nature humaine un désir qui passe l'infini. Et il faut se méfier de ce désir qui passe l'infini. Et là, on en revient aux leçons des Grecs. Nous devons rester dans la mesure. La démesure, c'est le mal. Voilà. D'où l'absence de limite d'une société borderline n'est pas heureuse. Voilà, n'est pas souhaitable. Une société qui n'a pas de limite et qui conduit à tous les excès. Alors, on attribue en psychanalyse généralement la limite au père plus qu'à la mère. Bon, ce sont des conventions peut-être, mais c'est comme ça. Le père met de la limite. Le père, il est séparateur, il met de la limite. Il est possible qu'aujourd'hui, il y ait un déséquilibre dans l'organisation générale des temps de la société et des psychés individuels. Il est possible qu'il y ait un déséquilibre entre l'archétype du père et l'archétype de la mère, c'est-à-dire que l'archétype de la mère soit trop présent. Voilà, c'est possible. Moi, c'est une hypothèse que je fais. Donc, on en reste à caresser délicieusement des images merveilleuses, idéales, et à rechercher des paradis sans faire d'efforts. Justement, Daniel vous demande, Bertrand de la Vessière, est-ce une utopie de croire en une société qui sublimerait sa propre ombre et son propre mal? Entre parenthèses, une société de type thérapeutique et non pathogène comme la nôtre. Est-ce que c'est une utopie d'espérer une société où le mal serait sublimé? De toute façon, que chacun à son niveau individuel tente ce qu'il peut tenter. C'est tout ce que je peux répondre à la personne qui a posé la question. Je pense que s'occuper de maîtriser des énergies de colère, de haine, de domination qui sont en nous, c'est pas du temps perdu. Voilà. Plus nous serons nombreux à faire ce travail, mieux ça vaudra. Mais ça ne se fera jamais par des moyens extérieurs. Ça ne se fera jamais par des moyens politiques. Ou ça ne se. Bon, je ne sais pas si les réseaux sociaux peuvent aider
chacun à faire ce travail de lien avec l'intériorité et de maîtrise des passions de l'âme, j'espérerais qu'ils servent à ça. Je l'espérerais, mais bon, voilà. Très bien. Alors, il y a Julien qui pose plusieurs questions. La première est, il vous demande s'il y a un rapport inverse entre la psyché humaine et ses projections dans tout ce qui est dans la société, c'est-à-dire politique, économie, etc. J'avoue que je comprends pas du tout la question. Est-ce qu'il y a un rapport entre la psyché humaine, enfin, et les et j'ai pas compris. Vous pourriez me reposer la question, j'ai pas du tout compris. Ses projections dans tout ce qui est dans la société. Je suppose qu'il veut parler de l'ombre, la psyché humaine, parce que oui, vous aviez parlé de l'ombre que l'on projette sur les autres, enfin les parties refoulées ou non reconnues, qui font que notre ombre, on la projette sur les autres, quitte à ce qu'ils deviennent émissaires, etc., etc. Alors, est-ce que ce qu'on projette sur la société, certainement, est une projection d'ombre? Je pense que c'est ce qu'il dit. Bon, la sociologie nous parle de rapport de dominant-dominé. Elle insiste, après l'analyse marxiste, sur la détermination par les conditions matérielles et sociales. Tout ça contient une part de vérité, même une part de vérité importante. Mais quels sont les remèdes? On se rend compte que malheureusement, ils ne sont pas de nature politique. Après, je ne sais pas combien d'années d'idéologie humaniste, et partageuse, les inégalités n'ont jamais été aussi fortes. Donc il y a un blême, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les solutions politiques. Il y a lieu de penser que les transformations intérieures de chacun et les transformations intérieures du plus grand nombre contribueront à modifier la société de l'intérieur. Il y a lieu de penser évidemment que si des hommes et des femmes d'influence et disposant d'un réel pouvoir font ce travail de purification, d'identification de leurs complexes, cela contribuera à changer la société. Il y a évidemment un lien entre la situation psychique des individus et la situation d'ensemble. Ce qui a affecté pendant très longtemps l'organisation sociale et politique en France et dans d'autres pays occidentaux, mais en particulier en France, c'est le clivage. Ça a même été théorisé comme une bonne chose par des hommes politiques, c'est-à-dire ce qui est considéré comme rigoureusement pathologique par les psychologues est considéré comme une bonne chose ou un outil utile en politique. En fait, le clivage, c'est quelque chose de désastreux. C'est facile à comprendre. La désunion mène à l'insuccès. Et bien, de la même façon, si chacun de nous, individuellement, nous sommes clivés, ça mène à notre insuccès dans notre vie. Et si trop d'entre nous ne travaillons pas à réduire ces clivages, on n'arrivera pas à réduire les clivages de la société. Donc il y aura toujours pareil, les bons, les méchants, la droite, la gauche, enfin les vieilles tartes à la crème, quoi. Pourri. Très bien. Et inutile oui. Surtout. Alors, il y a Francky qui demande, le titre de votre livre est Les énergies du mal en psychothérapie analytique jungienne. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par le terme énergie du mal? Alors, mon titre est ambigu. Il renvoie en fait aux différentes sources des manifestations de ce qu'on appelle à bon droit ou à bonne morale
le mal. Et il traite des énergies qui doivent être accueillies, considérées. Prendre un exemple que tout le monde connaît maintenant. Si vous refoulez l'énergie sexuelle, bon, ça va pas donner de bons résultats. Ça va conduire au mal. Si vous l'accueillez comme quelque chose de complexe, de pas toujours évident à vivre, quand bien même tout le monde en rêve et espère en jouir, là, vous êtes dans une démarche beaucoup plus juste. Vous allez essayer de vivre ça de manière en y mêlant du sentiment, ou de manière tantrique, ou en y mêlant de la spiritualité, ou je ne sais quoi, en l'intégrant dans la vie, et non pas en le considérant comme quelque chose de séparé qui pose problème. Bon. De la même façon, si vous... là, dans le livre, je donne un exemple. C'est une personne qui a été abusée quand elle était petite fille par son grand-père, qui était un homme de bien pourtant. Enfin, c'est un homme de bien qui avait des mains baladeuses et même pire. Et cette personne a fait de nombreuses années de psychothérapie, puis elle est venue achever son parcours chez moi. Et on s'est rendu compte, en regardant ses rêves, que les premières images qui apparaissaient, c'était des images qu'on pouvait référer au diable, au soufre, à des pulsions non maîtrisées, des images qu'en alchimie on appelle de soufre rouge. La couleur rouge des pulsions non maîtrisées apparaissait en permanence. Donc, cette personne qui avait été victime, elle ne venait plus pour raconter son histoire, pour poser son sac, ce qui est la première étape. Elle ne venait plus pour être confortée, pour être contenue, pour être consolée, ce qui est également fait partie des premières étapes. Elle ne venait plus pour nommer, elle venait pour maîtriser et accueillir les énergies qui n'étaient pas présentes en elle, et du fait que cette énergie n'était pas présente en elle, elle en avait été victime. Elle n'avait pas pu se défendre contre elle. Voilà. Donc, par énergie du mal, j'entends des énergies qui peuvent mener au mal si elles ne sont pas reconnues, peuvent mener au bien quand elles sont intégrées. Ce sont des énergies qui sont liées bien souvent à la matière et au corps. Vous savez que pour les Grecs, le mal et la matière, c'était lié. Bon. Et on vit dans une société et on vit dans une civilisation qui méprise la matière, moyennant quoi la déferlante matérialiste a tout ravagé. Parce que à force de mépriser la matière, elle a fini par se venger et par nous posséder. Or, il y a un rapport plus juste à la matière, que ce soit un rapport écologique, que ce soit un rapport physique, que ce soit un rapport qui concerne la connaissance scientifique, là ce sont des rapports qui sont plus justes avec la matière. Par contre, vouloir l'utiliser, vouloir la dominer, vouloir la raisonner, ça ce n'est pas juste du tout. Bon. Et là encore, dans les rêves, on se rend compte qu'il y a tout un désir très fort en nous de reconsidérer la matière et de la réunir autrement à l'esprit. Donc les énergies du mal, ce sont peut-être des énergies de la matière, sont des énergies très puissantes, et ces énergies de la matière se trouvent dans l'inconscient. Jung a dit, l'inconscient, c'est la matière qui se connaît elle-même. Donc, dans nos rêves, la matière nous envoie des informations sur ce qu'elle est, et il nous apprend peut-être l'inconscient à mieux la considérer. Nous devons être un peu comme les
Indiens d'Amérique qui avaient des visions et qui avaient d'abord un rapport instinctif juste, ensuite qui ont eu des visions et qui sont mieux reliés à la matière que nous ne le sommes. Nous sommes très mal reliés à la matière en Occident. Soit nous l'ignorons, nous la méprisons, soit nous la surdominons. C'est délirant. C'est absolument délirant. Moyennant quoi, elle se venge, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'explosion matérialiste, c'est la multiplication des masses financières, c'est le délire démographique dans lequel on est, enfin le péril démographique dans lequel on est, qui est d'une gravité extrême. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Méditons et écoutons nos rêves. Voilà. Très bien. Alors, Paul a posé une question qui s'est retrouvée d'ailleurs plusieurs fois. Vous demande au sein des trois traditions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, vos recherches ont-elles établi des distinctions sur cette question et surtout au sein de vos patients? Y avez-vous perçu des différences notables? Alors, mes patients sont majoritairement d'imprégnation chrétienne, même les pires athées d'entre eux, ça change rien à l'affaire. Hein. En profondeur, ils sont marqués par le le christianisme et donc l'influence grecque et le judaïsme qui ont précédé. On peut même remonter. Enfin, je pense que déjà entre les Grecs, le judaïsme, le christianisme, on a l'imprégnation. Je reçois assez peu de patients de confession musulmane qui ont un autre rapport au rêve, plus naturel d'ailleurs, qui semble plus naïf parfois, mais qui est tout aussi juste, qui est plus naturel. Et j'ai eu beaucoup de patients de confession juive. Je ne perçois pas de grande différence entre les patients de confession juive et les patients de confession chrétienne. J'en percevrais davantage de différence peut-être avec les patients de confession musulmane qui ont un rapport très très direct au monde des rêves, mais ils croient plus facilement aux entités, ils croient plus facilement aux composantes dissociées de la personnalité. Voilà. En ce qui concerne, et ça m'a beaucoup frappé, les gens de confession juive ou de tradition juive ou qui ont un marquage identitaire, parce que la plupart du temps c'est ça, juif, pensent chrétien. Ils pensent dans les termes de la tradition chrétienne. Pour des raisons peut-être simples, c'est que souvent ils n'ont pas plus de connaissances pratiques et expérientielles de leur tradition que les chrétiens. Donc, ce qui les marque finalement, c'est un inconscient sociétal et c'est, je dirais, bon voilà, un enracinement occidental, mais qui est en soi judéo-chrétien sans qu'on puisse faire de grandes différences. Et donc le mal dans tout ça, le lien, les rapports, les différences, c'est ce qu'on. Je sais bien que dans la Bible il y a Amalek qu'on peut plus facilement rapprocher du mal absolu que dans le christianisme. Dans le christianisme, il n'y a plus de mal absolu. Il y a Satan, il y a un diable cornu qui fait un peu rire, qui a une queue fourchue, mais qui n'empêche à une redoutable réalité. Il est aussi quand même le prince de ce monde. Bon, donc, est-ce que la tradition dans laquelle s'inscrivent véritablement les gens modifient leur rapport au mal en Occident, je dirais non.
En Occident, je dirais non. Par contre, il est clair qu'il y a d'énormes différences entre l'Occident et l'Orient. Voilà. Je pense que l'idéalisme euh, colore les deux traditions. Peut-être il colore davantage la tradition chrétienne que la tradition juive, si on veut faire des différences. Les deux ont un Dieu tout-puissant, hein, qui me paraît d'ailleurs dangereux. Voilà, très dangereux. Je ne comprends pas qu'on puisse encore postuler un Dieu tout-puissant. Et en même temps, les chrétiens prient un Dieu tout-puissant dans leurs églises et puis ils prétendent que Dieu s'est retiré, que c'est pour ça qu'il y a eu les désastres qu'on a connus au XXe siècle. Où était-il? Où était-il? C'est la grande question. Où était-il? Et c'est là, à mon avis, les réponses qui ont été données jusqu'à maintenant. Dire qu'il s'est retiré, dire que Aleph se retire dans la tradition de la Kabbale. Aleph se retire pour permettre à l'univers d'advenir et pour permettre à l'homme d'advenir. Ça me semble un peu court. Voilà. Ça me semble un peu court. Encore une fois, je préfère définir l'innommable, l'incommensurable, l'indéfinissable comme un complexe d'opposés, ou ne pas le définir du tout. Au moins, le risque d'identification est moindre. Je préfère être apophatique à ce moment-là. Voilà. Bien, écoutez, Bertrand de la Vessière, je vous remercie beaucoup pour cet entretien enrichissant. Je rappelle donc votre livre les énergies du mal en psychothérapie analytique jungienne aux éditions du Dauphin. Et je voudrais conclure notre entretien avec Etty Hillesum, que vous avez cité tout à l'heure, et Nathalie nous demande de nous souvenir de ce qu'il avait dit à propos du mal en 1942. Donc je vous lis sa citation. C'est la seule solution, vraiment la seule, classe, que je ne vois pas d'autre issue. Que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Et soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il n'est déjà. Voilà, c'est merveilleux de conclure là-dessus. Une belle phrase. Écoutez, merci. Mais c'est difficile. Hein. C'est difficile d'extirper en soi tout ce qu'on déteste chez les autres. Ça suppose qu'on le rencontre en soi. C'est pour ça que le travail majeur, c'est l'œuvre noire. C'est vraiment le travail majeur. Je vous remercie beaucoup, mais merci aux équipes de Salamandre TV et Baglis TV pour cet entretien et à très bientôt. Je rappelle votre livre.